mes chers collègues, Madame la rapporteure, Monsieur, nous poursuivons les travaux donc, de notre commission d'enquête en auditionnant Monsieur Jean-Marc Aubert, président de la filiale française de la société américaine IQVIA, leader mondial de l'exploitation des données de santé, spécialisée dans, je cite, la fourniture d'informations, de technologies innovantes et de services d'études de recherche sous contrat utilisant la donnée de la science pour aider les acteurs de la santé à trouver les meilleures solutions pour les patients. Elle est née de la fusion de deux sociétés américaines, Quintiles, je suppose qu'on prononçait comme ça, ou Quintil, à la française. Quintiles. Voilà, Quintil. Spécialisée dans les études cliniques, et EMS Health, qui propose des études du conseil et des services pour l'industrie pharmaceutique. Problème de logistique de feuille. Nous avons souhaité vous entendre aujourd'hui parce que nos auditions nous ont permis d'identifier plusieurs points cruciaux qui entrent dans votre business model. D'abord, la connaissance de la chaîne d'approvisionnement du médicament, la cartographie et la traçabilité des risques de rupture et le traitement de l'information disponible en la matière. Ensuite, le suivi de la disponibilité des médicaments, l'articulation des différentes plateformes existantes. Et enfin, la question des lacunes et des défaillances de cette information et du pilotage de l'approvisionnement pour ne pas utiliser parfois la problématique de transparence. Or, IQVIA, en tant que courtier en données de santé, se présente elle-même comme à l'interface des industries et établissements de santé, des pharmacies, des agences gouvernementales, des autorités de santé et des payeurs. Au cœur du jeu, en quelque sorte. Les données auxquelles vous avez accès vous donnent un regard privilégié sur la problématique des pénuries de médicaments et vos publications couvrent à peu près toutes les questions relatives à la consommation, à la dispensation et à la production de produits de santé, et donc pour le sujet qui nous intéresse, les médicaments. Vous avez d'ailleurs été consacré sur le sujet des pénuries comme un interlocuteur incontournable du gouvernement. Vous nous direz exactement à quel titre, avec la nomination de Madame Anne-Aurélie Épis de Fleurian, directrice associée accès au marché chez IQVIA, parmi les 6 personnalités de la mission Borne, mission interministérielle chargée de formuler des pistes avant l'été arrivant à grands pas. Nous y sommes bientôt, sur la régulation et donc le financement des produits de santé. Quant à vous, Monsieur Aubert, vous connaissez bien le monde de la santé et du médicament, au gré des allers-retours que vous avez effectués depuis le début de votre carrière professionnelle entre la sphère privée et la sphère publique, ce qui vous permet d'avoir une vision globale de tout l'écosystème, puisqu'il est constitué à la fois de considération publique et de l'action du privé. Vous êtes successivement passé par les cabinets des ministres Jean-François Mattei et Xavier Bertrand, par la Caisse nationale de l'assurance maladie, vous connaissez donc notre assurance nationale qui joue un rôle important dans la question du médicament, et par le cabinet de conseil Jalma, spécialisé dans le secteur de la santé. Puis vous avez exercé à partir de 2013 des fonctions dirigeantes au sein de l'une des sociétés américaines dont IQVIA est issue, avant d'être nommé en octobre 2017 à la tête de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques que nous nommons l'adresse. Dans le cadre de ces fonctions, vous avez notamment dirigé la task force sur la réforme de financement de la santé et été l'un des responsables du Health Data Hub, la très décriée plateforme, très décriée, en tout cas qui a amené un certain nombre de commentaires, la plateforme numérique des données de santé. Vous avez enfin, en décembre 2019, quitté l'adresse avant même le lancement de la plateforme pour revenir chez IQVIA, donc à la présidence de la filiale française. Je vais donc vous céder la parole pour un bref propos introductif qui vous donnera l'occasion de nous présenter depuis la position particulière qui est la vôtre et votre rôle important finalement d'observateur et d'interlocuteur, vos analyses et préoccupations concernant la prévention et la gestion des pénuries de médicaments, sujet qui, je le précise de nouveau, est exponentiel. Nous avions réalisé une mission à l'été 2018 au Sénat, à l'époque à laquelle nous participions, la rapporteure et moi-même. À l'époque, il y avait à peu près 700 médicaments en pénurie. Nous sommes rendus en 2023 et nous sommes entre 2500 et un peu plus de 3000 en fonction des critères et des moments. Ensuite, Madame Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, vous posera une première série de questions. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié.
Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc, Monsieur le Président, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure » et en allumant votre micro. Voilà. Je le jure. Je vous remercie et je vous passe donc la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la rapporteuse, Mesdames les sénatrices, Mesdames, Messieurs, excusez-moi. Tout d'abord, pour préciser, la société donc Acuvia, dans ses différentes fonctions, suit effectivement la commercialisation des produits de santé. Ce n'est pas sa seule activité, c'est une activité qui est devenue un peu moindre que d'autres aujourd'hui. Mais suit cela dans un peu plus de 100 pays dans le monde, donc des pays bien sûr d'Europe, l'intégralité, des pays d'Amérique, d'Asie, mais aussi un certain nombre de pays africains. Nous avons pu s'apercevoir, disons que le sujet des pénuries était jusqu'au Covid un sujet qui existait, mais qui n'était pas un des sujets, je dirais, clés dans la discussion. Et on a vu qu'après l'épidémie de Covid, un certain nombre de pénuries se sont accrues. Et ça nous a conduit à essayer de réfléchir, avec toutes les données qu'on avait, comment on pourrait apporter aux différents gouvernements en Europe, aux différents gouvernements dans le monde, des informations qui leur permettraient de mieux gérer ces types de problèmes. Alors, juste pour que vous compreniez, nous travaillons beaucoup pour l'industrie de santé, mais nous travaillons suivant les pays, beaucoup ou pas pour les gouvernements. En France, on travaille peu pour le gouvernement français par rapport à l'industrie de santé. Dans un pays comme l'Angleterre, on travaille beaucoup plus avec le gouvernement anglais. C'est lié aux habitudes des différents gouvernements et à leur manière de travailler ou pas avec des entreprises comme la nôtre. Eu égard à ces difficultés qu'on a remarquées, on a émis un certain nombre d'analyses pour essayer de comprendre déjà quels étaient les médicaments les plus en pénurie. J'ai envoyé quelques slides, comme ça vous aurez les chiffres, parce que comme ça vous évitera que je vous donne trop de détails. Mais si vous voulez, il y a finalement, si vous voulez, dans les pénuries, il y a des pénuries locales, c'est-à-dire dans un pays, on va le dire comme ça, ou dans un ou deux pays, et vous avez des pénuries qui sont plus générales à l'ensemble de l'Europe. Comment nous travaillons? Nous travaillons à partir des données de vente. Nous travaillons en France, par exemple, à partir de données stock que nous fournissons maintenant à la NSM. Nous travaillons aussi à partir des données publiques reportées par les différentes agences pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc nous avons analysé les données des pénuries reportées par les différentes agences européennes en charge du sujet. Ça dépend un peu des pays et de l'organisation. Et ça nous a permis de voir qu'aujourd'hui, on a quand même eu quelques molécules qui ont fait l'objet d'informations de pénurie plus importantes que d'autres, parmi lesquelles l'amoxicilline, bien sûr, l'ibuprofène, le paracétamol. Donc les pénuries qu'on a constatées en France sur ces molécules ne sont pas des pénuries que françaises, ce sont des pénuries européennes. C'est important parce que, bien évidemment, les modes de gestion d'une pénurie européenne ne peut pas être la même chose qu'une gestion de pénurie nationale. Alors, avant le Covid, ces pénuries transeuropéennes existaient très peu. On avait analysé, il y avait des pénuries dans les différents pays, mais il y avait peu de pénuries transversales. Pourquoi? C'est important parce que si vous avez des pénuries dans un pays et pas dans d'autres pays, il y a sûrement des possibilités de répartir les stocks à un moment donné en cas de besoin et de pénurie très forte d'un produit qui est critique. Il est clair que si, par contre, vous avez une pénurie qui est transversale, ça veut dire à l'ensemble des pays, qui est liée en général à des dysfonctionnements de la chaîne de production ou à des surconsommations, on pourra le revoir, voilà, eh bien, vous allez bien sûr pas pouvoir appliquer les mêmes méthodes. La deuxième chose, c'est que sur l'amoxicilline, où on a eu
une pénurie en hiver dernier, on a constaté qu'en regardant les données de consommation, notamment les données de consommation anglaises, mais c'est qu'un exemple, on aurait pu regarder aussi les données françaises, on avait des consommations aberrantes à un moment d'amoxicilline par rapport à ce qu'il y avait les années précédentes. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand vous avez des consommations plus importantes qui peuvent être liées soit à une phase épidémique et là probablement à des difficultés entre la grippe, le Covid et d'autres problèmes de santé, eh bien, comme les industriels prévoient en fonction d'une consommation attendue, si dans un pays important en Europe, par exemple, il y a une surconsommation, ça peut entraîner, ce n'est pas automatique, mais ça peut entraîner des pénuries, ou en tout cas, il faut regarder si dans l'ensemble des pays, on a de la surconsommation, ou si, en fait, il n'y a qu'un peu de pays, et dans ce cas, c'est plus pratique. Mais pourquoi tout ça est important? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a les données qui existent pour détecter, si possible, les pénuries en amont. Ça, nous en sommes relativement convaincus. Un autre point que nous avons regardé, c'est quel type de pénurie, quels sont les médicaments sur lesquels il y a le plus de pénurie. Donc, nous avons étudié sur 7200 cas actifs de pénurie en Europe en 2022. Hein, on s'est arrêté le 17 février 2023 exactement. Sur ces 7200 cas signalés par les autorités de pénurie, 61% sont des médicaments génériqués produits par plusieurs compagnies de génériques. Il y en a 23% qui sont des génériqués qui sont produits par une seule compagnie de génériques. C'est des petits médicaments en termes de marché, donc il n'y a qu'une compagnie de génériques qui les produit, ça arrive souvent, et il y a 4% qui sont des médicaments de marque. Les 12% restants n'ont pas été catégorisés, c'est lié à des problèmes. Si vous voulez, quand on standardise au niveau européen les noms des médicaments, il y a quelquefois des problèmes de standardisation ou des sites sur lesquels les agences ne donnent pas exactement le nom du médicament, et donc on a trouvé un certain nombre de médicaments, je dirais, autres. En fait, ils rentrent dans toutes ces cases, mais ils n'ont pas pu être catégorisés par nos équipes. Ça arrive, hélas, beaucoup quand on fait de la comparaison internationale. Voilà. Donc, ce que nous préconisons, si vous voulez, aujourd'hui, c'est la transparence. Pourquoi? Parce que plus nous avons une vision, les autorités européennes peuvent avoir une vision anticipée des pénuries. D'abord, ça permet d'identifier les risques de pénurie commune. Ça permet de se poser les questions quand on a un accès à une source unique avec un risque de pénurie. Là, vous avez un très gros problème parce que ça veut dire que vous avez un problème sur l'approvisionnement de votre source unique. Donc, si vous voulez, votre risque est encore plus important. Si vous avez des pénuries non communes, les gouvernements européens pourraient prévoir des mécanismes d'entraide. On pourra en reparler. Ça permet aussi, si vous voulez, de suivre, en suivant la consommation, de se rendre compte que, effectivement, en cas de consommation aberrante liée à un problème épidémiologique, on a un risque très fort d'épidémie. Pour l'anecdote, en fait, nous avons, hélas, le Covid était une épidémie nouvelle, mais avec Santé publique France, nous avons pu remarquer que, en fait, avant même que l'alerte soit donnée sur le Covid, le nombre de consommation de paracétamol avait augmenté. Il a augmenté fin février. Le confinement a commencé le 15 mars. Et fin février, on était à des consommations de paracétamol, par exemple, qui étaient synonymes jusqu'à présent d'énormes épidémies de grippe. Bien évidemment, quand vous avez affaire à quelque chose de nouveau, c'est difficile de l'expliquer d'entrée, mais ça veut dire que là aussi, on voit qu'avec les données qui d'ores et déjà sont collectées dans le monde, soit par notre société, soit d'ailleurs par nos concurrents ou parfois par les États aussi, eh bien, il est possible probablement de prévoir mieux et plus en amont ces pénuries et de discuter avec les industriels sur les moyens de les régler. Voilà quelques éléments que je voulais vous donner en introduction. Bien sûr, je pourrais aller plus loin sur certains sujets qui vous intéresseront au cours
de cette audition. Merci beaucoup. Je vais passer tout de suite la parole à Laurence Cohen, rapporteure de la commission. Merci, monsieur, pour votre propos liminaire. Vous recueillez, en fait, et analysez auprès de 14 000 pharmacies en France et auprès des professionnels de santé des données qui concernent, si j'ai bien compris, les volumes de médicaments qui sont commercialisés et la consommation qui en est faite. À votre connaissance, est-ce que les données dont vous disposez sont accessibles et exploitées par les autorités publiques? Vous y avez un petit peu répondu puisque vous avez dit que vos données étaient transmises ou recueillies par, alors tout ou en partie, par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu creuser sur cette piste, et est-ce que vos données sont complémentaires avec le système national des données de santé, SNDS? Je vais vous poser plusieurs questions, parce que le sentiment quand même que nous avons au niveau de notre commission d'enquête, c'est qu'il y a un travail des différents acteurs et actrices de la politique du médicament qui est vraiment en silo. Par exemple, là, je vois sur les slides que vous nous avez fait parvenir, je vois que par rapport à la transparence pour gérer les pénuries et les prévenir, vous êtes en train de travailler à une plateforme de transparence sur les pénuries, mais en fait, il y a plusieurs organismes qui travaillent sur cette plateforme. Donc, c'est un peu comme là, il y a la liste des médicaments critiques. Chacun travaille sur sa liste et au bout du bout, je ne sais pas s'il va y avoir une convergence. Donc voilà, ça c'est ma première question. Ma deuxième question, la présidente l'a évoquée, Madame Anne-Aurélie Épy de Florian, donc, qui est directrice associée accès au marché d'IQVIA, participe à la mission Borne sur les pénuries de médicaments. Est-ce que vous avez un avis sur cette démarche? Et finalement, est-ce que vous avez des premières pistes de réforme qui ont été envisagées? Ma troisième question, c'est vous jouez un rôle de conseil par rapport aux entreprises pour leur stratégie de commercialisation des médicaments sur le marché. Et notamment en ce qui concerne, si on regarde le site d'IQVIA, le site indique que vous proposez des solutions en matière de lancement des produits, de fixation des prix et d'entrée sur les marchés. Alors je serais intéressée sur la fixation des prix, parce qu'en France, c'est le CEPS qui fixe les prix. Donc, qu'est-ce que vous apportez comme conseil finalement aux industriels et sur quoi ils s'appuient en fait après pour négocier le prix avec le CEPS? Et ma dernière question, ça concerne donc le fait que l'industrie pharmaceutique, depuis une trentaine d'années, a procédé à une politique de délocalisation extrêmement forte. Alors, c'est vrai, pas seulement en France, c'est vrai aussi en Europe d'une manière globale, mais ça a été très fort en France, et notamment pour des questions de rentabilité, et donc d'aller chercher dans des pays moins exigeants en termes de critères sociaux et de critères environnementaux la possibilité donc de s'installer. Puis aujourd'hui, il y a une révision de cette politique en se disant que finalement, il faudrait relocaliser, étant entendu que la relocalisation ne doit pas se poser pays par pays, mais qu'il faut qu'il y ait une harmonisation, une coordination au niveau de l'Europe. Mais est-ce que vous diriez que IQVIA a pu avoir, dans le cadre de son activité de conseil, est-ce que vous diriez que vous avez eu une influence sur cette politique de délocalisation et donc de réduction des coûts à toute force, en quelque sorte, ou est-ce que vous n'avez pas été amené à prodiguer ce genre de conseils aux entreprises? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. OK.
Alors, la première chose, à qui sont envoyées ces données? Si vous voulez, ça dépend bien sûr de type de données. Pour être très clair, aujourd'hui sur les pénuries, nous utilisons plusieurs types de données. D'abord, les données de vente. Donc, les données de vente en France, il y a 2 concurrents. Il y a nous et la société Gers Data, qui est liée qui exploite notamment les données du GIE Gers. Et il se trouve que, comme nous sommes en concurrence, il y a par exemple, le CEPS utilise les données du Gers, alors que nous, d'autres, voilà, le CEPS n'utilise pas nos données, mais j'aurais tendance à dire c'est à la fin des données de vente. Donc les données de vente sont utilisées par plusieurs acteurs en France, que ce soit des données d'IQVIA ou de notre concurrent. Voilà. Donc le CPS et l'ensemble des membres et des agences qui s'occupent du médicament. Ensuite, il y a des données de stock. Donc c'est des données qui nous sont transmises par les pharmaciens, par certains pharmaciens. Et ça, ces données de stock, nous les transmettons à la NSM aujourd'hui pour qu'elle regarde sur un certain nombre de produits les risques de pénurie. Voilà. Ensuite, vous avez des données internationales, de vente internationale, qui sont l'agrégation des données de vente de chaque pays, qui sont standardisées, parce qu'on a des circuits de distribution qui peuvent varier d'un pays à l'autre. C'est sûr que si on regarde l'Allemagne et la France, on va se dire que le circuit de distribution, c'est à peu près sensiblement le même. Mais si vous regardez 27 États européens, déjà, pour un produit donné, les circuits de distribution peuvent être très différents. Et donc ça, bien sûr, et donc on harmonise ces données internationales et on crée, voilà, et il y a effectivement ces données internationales sont mises à disposition dans le cadre d'un contrat au CEPS. Et ensuite, vous avez des données des pénuries déclarées par les agences, qui sont un travail que nous faisons de manière en allant finalement récapituler le travail de chacune des agences et en essayant d'harmoniser. Le problème d'harmonisation, si vous voulez, c'est que, hélas, si vous êtes voyagé dans certains pays, vous pouvez vous en rendre compte, les conditionnements, les noms des produits parfois diffèrent, et donc on a besoin de faire du rapprochement pour comprendre si, par exemple, vous avez un problème de pénurie sur l'amoxicilline ou seulement sur des formes pour pédiatriques, enfin, et autres. Voilà. Donc c'est ça un peu ce qu'on fait. Sur les données de vente, le SNDS a exactement les mêmes données. La différence, si vous voulez, c'est un problème de processus. Le SNDS, pour qu'une donnée de vente intègre le SNDS, l'assurance maladie va faire un certain nombre de contrôles parce que derrière, il va y avoir un remboursement financier, alors que nous, c'est que des indicateurs de marché. Donc la donnée de l'assurance maladie va arriver dans le SNDS à peu près 4 à 5 jours. Pas dans le SNDS d'ailleurs, c'est dans le SNIRAM interne à l'assurance maladie, 4 à 5 jours après la vente. Alors que nous, c'est des données qu'on traite en temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à J+1, on a à peu près 95% des ventes qui sont faites la veille. Et à J+3, on a 99,5% des ventes qui sont faites la veille dans notre panel. Nous, on a un panel, le SNDS, c'est complet, c'est l'ensemble des pharmacies. Voilà. Mais avec un panel de 14 000 pharmacies, on a une bonne vision de ce qui se passe. Donc, et c'est normal, si vous voulez, que l'assurance maladie ait ce délai. Et c'est pour ça que, par exemple, pendant la crise du Covid, où certaines données étaient nécessaires le jour même, on avait fourni à l'État et à l'assurance maladie, gracieusement, des données qui leur permettaient d'avoir, par exemple, au moment du lancement des autotests, est-ce que ça demandait ou pas, est-ce que les gens les utilisaient ou pas, parce qu'on avait des données un peu plus récentes, comme je vous le dis, 4-5 jours de différence. Il y a beaucoup de gens, en fait, si vous voulez, oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens et en même temps un nombre limité d'acteurs qui travaillent aujourd'hui sur ces données, si vous voulez. Pourquoi la société IQVIA, par exemple, travaille beaucoup actuellement sur les pénuries? C'est parce que dans beaucoup de pays européens, ça a été un sujet qui a été signalé comme important. Et donc, si vous voulez, nous, on apporte une vision transnationale, parce que les pénuries, si vous voulez, la différence entre une pénurie qui est purement nationale et une pénurie qui est transnationale et européenne,
c'est que la solution ne va pas être la même, si vous voulez, je dirais à court terme et même à long terme, si vous voulez. Parce que si c'est des pénuries qui sont liées à des problèmes de stockage en France, ce n'est pas pareil que si c'est un problème de production générale qu'on constate en Europe. Et probablement les solutions court terme et long terme sont différentes. Donc moi, je ne sais pas si en France, il y a trop ou pas assez d'acteurs qui travaillent sur le sujet. Vous me permettrez de considérer que l'utilisation de la donnée française, la donnée en France pour gérer le système de français nous paraît, d'un point de vue international, assez faible par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, pas que sur les pénuries de médicaments, sur la qualité des soins et autres. Voilà, ça c'est mon constat. Est-ce qu'il y a trop de monde ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, je peux vous le dire. Notre constat, c'est que, bien évidemment, que nous essayons d'apporter à l'Europe, et nous discutons de notre plateforme avec l'agence européenne et l'agence de plusieurs pays. Je ne vais pas vous faire la liste totale, mais parce que d'abord, elle serait fausse, puisque je ne suis pas au quotidien tout ce qui se passe dans chaque pays en Europe, mais on discute avec l'Espagne, l'Allemagne, la Suède et quelques autres agences, la Belgique, voilà, et on essaye, voilà, on apporte ce qu'on peut apporter. Et c'est pour ça qu'on essaye d'apporter cette vision européenne. Il faut savoir que sur la vision européenne qu'on peut apporter, on n'a pas les mêmes données d'un pays à l'autre. C'est pour ça que IQVIA est une société internationale, mais à présence très locale, parce que, par exemple, les données de stock qu'on a en France, on ne les a pas dans certains autres pays. Dans certains pays, on a d'autres données. C'est toujours un peu compliqué, le rapprochement. Vous me demandiez pourquoi ce que fait notre collaboratrice Anne-Aurélie dans la mission de régulation. En fait, elle a été choisie à titre personnel du fait de son expérience passée. Elle a travaillé au ministère de la Santé, elle a travaillé au SNITEM, et elle est considérée comme un expert de la régulation des dispositifs médicaux. Mais à ce titre, la mission de régulation a voulu inclure, on nous a demandé si on était d'accord, et comme c'est à titre de ses compétences personnelles et pas à ce titre d'IQVIA, dans ces conditions, nous ne suivons pas ce que fait la mission. Je vais être auditionné moi-même par cette mission, mais en tant qu'expert de la régulation du médicament et expert de la régulation du système de santé, plus qu'en tant que membre de la société IQVIA. Sur, si vous voulez, ce que nous faisons sur la stratégie de commercialisation, la fixation des prix, les conseils que nous apportons aux différents industriels de santé. Ce que nous faisons avec eux, c'est nous travaillons à réfléchir quelles doivent être leurs stratégies de négociation et quels sont aussi ce qu'ils peuvent attendre du prix en France. Parce que le système français, comme d'ailleurs le système anglais ou le système allemand, sont des systèmes extrêmement prévisibles. Il faut avoir un peu d'expérience, regarder là aussi, collecter quotidiennement les fixations de prix pour comprendre que tel médicament dans telle pathologie apportant tel service médical rendu qu'on peut estimer à partir des études cliniques et du résultat d'études cliniques, comme en plus on est le leader de la production d'études cliniques, on sait assez bien travailler sur des études cliniques, eh bien on a la capacité de prévoir et d'anticiper la négociation du prix. Après, libre au laboratoire de nous écouter ou de ne pas nous écouter. Si vous voulez, quelquefois, on leur dit, vous n'obtiendrez jamais ce prix, votre prix objectif devrait être ça. Quelquefois, ils l'entendent, quelquefois, ils ne l'entendent pas, c'est leur problème. Enfin, j'ai tendance à dire, nous sommes qu'en fonction de conseils, nous essayons effectivement de les aider et de les aider à prévoir ce qu'ils peuvent espérer ou pas et comment mener cette négociation. Parce que s'il y a un écart initial trop fort entre le CEPS et le laboratoire, la négociation peut durer très longtemps. Et il n'est pas dit, en général, que ça soit signe d'un meilleur prix pour le laboratoire à la fin. Sur la question de la relocalisation, nous ne travaillons pas sur les chaînes de production. Donc je ne peux pas vraiment vous répondre. Ce qu'on constate, bien sûr, c'est que cette
Nous connaissons les chaînes de production parce qu'on en a besoin pour un certain nombre d'analyses, mais nous ne faisons pas de conseils sur comment organiser votre chaîne de production. Il y a des cabinets qui s'intéressent plus à l'industrie, qui sont spécialisés sur ces sujets. Nous ne le sommes pas. Voilà. Voilà. Sachant que, bien évidemment, par contre, effectivement, nous suivons où sont à peu près produites les données, les produits de base. Après, pour quand même apporter un peu de clarification, la difficulté, c'est qu'un médicament a rarement, enfin ça peut arriver, mais c'est rarement un produit, c'est multiples produits. Donc après, la question de la relocalisation, de la délocalisation, dépend de savoir si la quantité utilisée d'un produit donné est forte ou pas. Si vous avez un médicament qui ne fait qu'une petite utilisation, c'est pas pareil, et c'est pas le médicament qui va conduire à la relocalisation. Le problème, c'est pas que la production du médicament, c'est la production de beaucoup de médicaments. Voilà. Après, c'est tout ce qu'on peut. Voilà, on avait regardé. Il y a des médicaments sur lesquels il y a un nombre de composants très important. Et la chaîne de production, c'est pas forcément une seule usine. Ce que je veux dire, c'est parfois multiples usines, des chaînes extrêmement compliquées. Et pourquoi c'est important? C'est parce que c'est pas du tout la même problématique de relocalisation que si vous aviez une usine qui produisait le produit. Hein. J'aurais tendance à dire c'est ça. Et le problème principal, c'est les usines qui produisent les matières brutes initiales. Voilà. Qui sont des usines chimiques. Souvent classées en France en Céveso, plutôt au risque important, hein, ce qui peut avoir conduit effectivement certaines délocalisations. Mais j'aurais tendance à dire on n'est pas les spécialistes des raisons de la délocalisation, on ne travaille pas sur ce sujet. Alors, merci pour ces précisions. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que à partir du moment où vous aidez les entreprises à travailler sur les prix, la fixation des prix au niveau des médicaments, vous les conseillez. Oui. Et en fait, les entreprises, pour, je dirais, pouvoir bénéficier d'une rentabilité intéressante pour elles, quand elles ont mené une politique de délocalisation, c'était pour réduire les coûts. Et c'était pour réduire les coûts concernant notamment les critères, je dirais, sociaux, c'est-à-dire tout ce qui est salaire, etc. Et aussi, vous l'avez souligné, les critères environnementaux. C'est-à-dire qu'il valait mieux aller polluer ailleurs qu'aux portes enfin, chez soi, si je puis le dire de manière familière. Donc, c'est en cela que je me demandais si vous n'aviez pas un rôle, parce qu'à partir du moment où vous voulez que le produit soit le plus rentable possible, vous pouvez conseiller, vous pouvez être amené à conseiller la délocalisation. C'est ça que je voulais dire. C'est pas par rapport à votre expertise sur les chaînes de production. Et donc, ça peut avoir... Et pourquoi je vous pose la question? Parce que ça a des conséquences. On est en plein, quand même, dans les pénuries, puisqu'on a eu, au cours de nos auditions, le prix comme étant un critère pouvant expliquer la pénurie d'un certain nombre de problèmes. Voilà, je donne mon raisonnement pour que vous puissiez le suivre. Vous comprenez bien ce qu'on fait, nous. En général, on travaille sur des médicaments, sur les premières inscriptions. Il y a très peu de demandes de conseils sur un prix d'un générique. Or, les pénuries, c'est essentiellement des produits génériqués, ça veut dire pour lesquels, effectivement, on a le médicament est depuis parfois de nombreuses années, hein, ça dépend des produits, sur le marché. Et dans ces conditions-là, il y a très peu, nous on travaille très peu sur le prix de ces produits, il y a peu de conseils. Les formules sont assez automatiques, si vous voulez. Lors de la généralisation, c'est quasiment n'importe qui peut calculer le futur prix du générique. Et puis petit à petit, le prix du générique va baisser régulièrement chaque année. Donc, si vous voulez, là, sur ce sujet, nous avons très peu, mais pas que nous, aussi nos concurrents, apportent très peu de conseils. Parce que sur le prix des génériques, que peut faire un producteur de générique pour négocier son prix? Ça n'existe pas, sauf sur des médicaments extrêmement particuliers, extrêmement rares,
et qui ne sont pas les médicaments dont on parle aujourd'hui. Moi, je vais compléter les questions. Donc, voilà, on a passé en revue le document que vous nous avez fourni. Et donc, les approches pour prévenir les pénuries, vous avez distingué 4 axes. C'est votre rôle à la fois d'analyse, de recueil de données, mais de conseils derrière, puisque les axes proposés, ce sont des conseils dans la stratégie pour lutter contre les pénuries. Voilà, enfin, pour ceux qui les écoutent. Pour ceux qui les écoutent. En tout cas, il y en a qui ont dû vous écouter, puisque c'est marqué les sanctions peuvent être contre-productives. Donc, je pense que le 4e axe, c'est pas forcément là par hasard. Enfin, on va en parler. Justement, parce que ça fait partie des sujets qui sont évoqués assez régulièrement, cette question des sanctions. Vous avez identifié donc dans vos approches donc la question d'améliorer l'usage de prévisions de demande, et c'est tout le nœud de la question en matière de pénurie. C'est-à-dire que quand on traite de pénurie, c'est quand il n'y en a plus. Et en réalité, le vrai sujet, c'est tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire les mois de tension, de contingentement, parfois une tension pendant une semaine et puis ça revient, et puis toute la part conjoncturelle, c'est-à-dire les périodes épidémiques bien connues, puisqu'il y a des rémanences finalement annuelles de moments où on consomme plus. Est-ce qu'avec les données que vous avez, vous êtes en capacité de pouvoir vraiment exprimer cette prévisibilité des pénuries, quel que soit le médicament, parce que là, nous avons des pénuries sur des antiépileptiques, concernant des anticancéreux. Et donc, où est-ce que vous exprimez, en d'autres termes, est-ce que vous exprimez ça en termes chiffrés de calendrier de conduite à tenir, ou est-ce que vous êtes plutôt dans la situation d'identification d'un certain nombre de facteurs de risque, qui sont évidemment comme les questions de monopole, de production de matières premières, ou ces sujets-là. Et donc, par exemple, l'Agence européenne du médicament, qui travaille sur la question des pénuries de médicaments, est-ce qu'elle travaille avec vous sur ces questions, puisque au bout du compte, à l'échelle européenne, on doit bien avoir une sorte de conduite à tenir. Alors, peut-être pas médicament par médicament, mais au moins sur la liste des 200 à 300 médicaments dits critiques ou essentiels qui auront, au bout du compte, été identifiés. Est-ce que vous êtes en capacité de proposer la vraie vie, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous proposez d'utiliser l'intelligence artificielle. Vous êtes obligé d'avoir quand même une part de la réalité, et à ma connaissance, il n'existe pas, en tout cas en France, d'identification précise de la réalité à partir des données administratives que nous avons, à tel point qu'on est obligé de, par exemple, reposer nos décisions sur les estimations d'excès sur le bruit de fond de certaines pathologies en France par le JCPIFA. Voilà, donc est-ce que, au-delà de ce que vous exprimez comme étant une très grande agilité à utiliser de la donnée de santé d'où qu'elle vienne, vous êtes en capacité derrière de faire des prescriptions précises et utiles pour la puissance publique et pour les politiques publiques de prévention des pénuries? Parce que c'est là où on en est. Alors, juste peut-être un point. Nos recommandations sont faites surtout essentiellement à partir de ce que nous avons pu voir dans différents pays européens, et des sujets qui nous paraissent marcher, et des sujets qui nous paraissent moins bien marcher. Et voilà. Donc, très clairement, par exemple, au niveau de certains pays, il y a plus de prévisions de la demande que dans d'autres pays. Et on a tendance à considérer que dans ces pays-là, il y a des politiques actives qui réduisent la pénurie, qui ne l'empêchent pas, attention, ne nous trompons pas.
si vous voulez. Si vous avez un gros problème de chaîne de production lié à la fermeture d'une usine, quelconque, pour des raisons d'ailleurs parfois de problèmes sanitaires, vous ne l'empêchez pas. Mais vous les réglez mieux. Il y a des facteurs de risque, en tout cas, quand il y a des monopoles ou des choses. Vous travaillez en amont. Après, attention, ça veut dire qu'il faut que vous ayez des moyens d'action, parce que la prévision elle-même, ça vous aide à mettre des actions. Si vous n'avez pas de moyens d'action derrière, vous n'avez pas, vous n'y arrivez pas. Mais aujourd'hui, oui, on a des moyens. Si vous voulez, même si c'est très imprévisible, notamment l'arrivée d'une épidémie exacte n'est pas prévisible, a priori, on a quand même des moyens. On a des dizaines d'années, et en France, on est limité par la CNIL, mais on a quand même entre 10 et 20 années d'ancienneté. Sur la consommation de base, on a moins de limites. Voilà, sur les données de santé elles-mêmes, on a des limites réglementaires, mais on n'a pas. Donc, on a des données. Ces données permettent de prévoir, si vous voulez. Ces données permettent d'analyser. Si vous voulez. Et aujourd'hui, par exemple, la société IQVIA travaille avec Sentinelle sur la prévision des épidémies hivernales. Et c'est un partenariat qui date depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, on peut faire beaucoup de choses. Après. La vraie question, c'est toujours, comment nous, on travaille avec les agences qui veulent travailler avec nous. On est en discussion avec l'Agence européenne du médicament, comme avec d'autres agences. Et comme je vous l'ai dit en introduction tout à l'heure, il y a des pays qui travaillent plus avec nous et des pays qui travaillent moins avec nous. Ça dépend des gouvernements et de leurs habitudes. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous discutons sur l'utilisation de certaines de nos données avec la NSM, nous ne discutons pas sur l'analyse et la prévision de demande et les risques de pénurie les 6 prochaines années. Nous laissons les experts de la NSM utiliser nos données. C'est comme ça, ça dépend des pays. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui nous empêche de le faire, effectivement. Et dans d'autres pays, on va plus loin. Ça dépend complètement des pays. La question de Pascale Gruny. Moi, je trouve que c'est pas. Ce qu'on aimerait, on est dans une commission d'enquête. Oui. Donc, nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est en France, est-ce que la gestion de la pénurie, elle est faite correctement, ou est-ce que, alors c'est jamais parfait, hein, on est bien d'accord, mais vous dites il y a certains pays qui, que, quoi, etc. Moi, je voudrais savoir quel pays fait mieux que nous. Est-ce que nous, on est les derniers de la classe, ou est-ce qu'on est au milieu? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on aurait dû mettre en place pour éviter, parce que la pénurie, elle est mondiale, certes, mais elle est plus importante ici en France. Et nous, c'est ce qui nous apporte. Et la commission d'enquête, c'est justement pour savoir là où il y a des problèmes, puis après, éventuellement, trouver des solutions. Et puis trouver les responsabilités aussi. Hein. Donc ici, c'est... Voilà, mais nous, on peut vous répondre à certaines questions. On ne peut pas répondre à tout. Si vous voulez, moi, je ne sais pas si la France travaille. Nous, on essaye de considérer. On ne considère pas que la France est un pays dans lequel il y a un nombre incroyable de pénuries ces derniers temps. On ne considère pas que c'est le pays dans lequel il y a le moins de pénuries. Alors, si vous vous demandez dans un pays qui gère mieux que l'Europe ces pénuries, si vous voulez, il y a le Danemark, par exemple. Alors, le Danemark, on parle, si vous voulez, comme je vous disais tout à l'heure, plus de 80% des pénuries sont liées, en fait, à des médicaments génériques. Hein. Et donc, au Danemark, par exemple, il y a tous les 2 semaines des appels d'offres sur le générique pour avoir des producteurs à prix donné sur le générique. Et ils font ça toutes les 2 semaines. Voilà, c'est le Danemark. Est-ce que c'est faisable en France? C'est compliqué parce que c'est un petit marché, le Danemark. Hein, mais voilà, eux, ils y arrivent comme ça. Au Danemark, ils achètent en gros tous les médicaments à l'hôpital. Est-ce que c'est faisable en France? C'est plus compliqué. C'est plus gros, la France. Est-ce que c'est faisable sur un autre moyen en France? C'est faisable. Vous voyez, il y a des pays qui... il y a une autre particularité qu'à la France. La France est le premier pays
exportateurs parallèles, je vais l'appeler comme ça. Vous savez que dans le médicament, il y a les mouvements qui sont faits par les laboratoires. Il y a des mouvements qui sont faits, une fois que le laboratoire diffuse un produit sur le marché, il y a des acteurs qui font de l'apport et de l'export parallèle. Donc là, l'Allemagne est le plus gros importateur parallèle de produits. La France est le plus gros exportateur parallèle de produits. Bon, on n'a ni nous, ni... C'est pas nous qui le disons, hein, je vous donnerai l'étude, la référence. Qui sont les exportateurs parallèles? On ne sait pas. Nous, on constate le résultat. Ce n'est pas nous, d'ailleurs, c'est une entreprise haute, mais je vous donnerai l'étude. Je vous la ferai parvenir, si vous voulez. Je confirme que ça nous intéresse. Ouais, si vous voulez, est-ce que ça joue ou pas? Nous, on ne sait pas, parce que ce n'est pas nous qui faisons cette étude, et on ne sait pas quels sont exactement. On pense qu'il y a quand même un certain nombre de produits qui peuvent être touchés par les pénuries qui sont probablement dans l'import et l'export. Voilà. Alors, bien évidemment, en étant exportateur parallèle, on peut créer un risque de pénurie car n'a pas un pays qui est plus importateur parallèle. Ça, c'est clair. Mais c'est lié aux différences de prix. Hein. Il faut que les gens aient un intérêt d'import. Après, il ne faut pas se mentir. Dans le système européen tel qu'il existe, ils doivent reconditionner les boîtes. Donc, c'est pas quelqu'un qui fait ça sous le manteau. C'est pas quelqu'un qui est allé chercher 5 médicaments à la pharmacie et qui va les envoyer en Europe. Ça existait plutôt vers d'autres pays. Quand j'étais à la CNAP, on avait trouvé des trafics de ce type-là, mais pas vers l'Europe. Vers l'Europe, c'est très contrôlé, si vous voulez. Donc, ça marche pas totalement comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez, nous, ce qu'on essaye de trouver, voilà. Et tout à l'heure, vous me demandiez pourquoi les sanctions, on n'y croit pas beaucoup. On est sur des produits génériques, la plupart à faible prix. Donc, il y a un pays qui a essayé de mettre en place des sanctions. C'est le Pays-Bas. Ce qui s'est passé, c'est que les génériqueurs ont abandonné 700 conditionnements. Ça dépend des génériqueurs et autres. Donc, c'est pour ça qu'en tout, ça fait 700 conditionnements suite à cela. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur un pays... Alors, un produit comme le paracétamol, vous avez peu de chance de l'abandonner parce que c'est quand même un pays de forte consommation. Un produit de forte consommation. Mais quand vous êtes sur un pays à faible chiffre d'affaires, comme vous êtes sur du générique, ça veut dire que vos marges, ce n'est pas les marges qu'on a sur un autre produit, sur un produit nouveau. C'est pareil, j'aurais tendance à dire, dans toute l'industrie. C'est pareil aussi... entre un iPhone et un produit moins chic, voilà, les marges ne sont pas pareilles, si vous voulez. Et donc, à un moment, le problème, c'est si vous risquez de payer une pénalité, est-ce que ça vaut encore le coup de produire le produit? Donc, si vous voulez, si on est sur des produits chers ou des produits à fort volume, bien sûr, les pénalités, ça, c'est un choix de politique publique. Il ne me revient pas de dire oui ou non, on n'a pas vu de pays comme ça, pour l'instant, qui ont focusé. Par contre, moi, c'est un peu le sens de notre alerte, c'est quand on est sur des produits à faible volume et à faible prix, le risque, c'est que vous aggraviez le risque de pénurie en réduisant votre nombre de producteurs, parce qu'ils ne vont pas forcément tous abandonner, et vous allez vous retrouver avec plus de produits avec un seul producteur. Et ça, votre risque est maximum. Et puis le risque maximum, c'est qu'il n'y a plus de producteurs du tout pour certains produits qui sont tout petits. Donc, si vous voulez, c'est compliqué comme sujet. Ça ne veut pas dire qu'on est pour ou contre les sanctions. Ça veut juste dire que ce qu'on a vu aux Pays-Bas, le gouvernement néerlandais pensait probablement bien faire et se protéger. Eh bien, voilà. Mais là encore, ce n'est pas sur tous les produits qui ont été délistés, mais il y a eu un certain nombre de produits, essentiellement des produits à faible volume, faible prix. C'est le cas de beaucoup de génériques, donc c'est pas très, voilà. Mais faible prix, faible volume, vous payez pas, vous prenez pas le risque. Et puis la deuxième chose qu'on a vue, c'est que vous accroissez le bruit, parce que les gens, pour éviter les sanctions, signalent des risques de pénurie. Et il y a une augmentation très forte des risques de pénurie qui ont été signalés par les producteurs pour éviter les sanctions importantes.
Mais à la fin, quand vous avez trop de bruit, à un moment, vous ne savez plus comment le gérer. Donc voilà, nous, on ne dit pas, voilà, chaque pays fait ses choix, nous on dit pourquoi. On a mis dans ce document que les sanctions étaient parfois contre-productives. Je ne dis pas toutes sanctions. C'est pas mis parfois dans le document. Non, mais parce que c'était, je vous le dis, c'est sur des produits à faible volume et faible prix. Si vous êtes un produit qui est très rentable pour un laboratoire, vous n'êtes pas tout à fait dans... Il y a des produits que jamais les laboratoires abandonneront, et c'est normal, mais voilà. Et puis, voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, attention, hein, les laboratoires, qui soient génériqueurs et autres, ne produisent pas forcément l'ensemble des matières premières du produit. Hein. Donc, s'ils considèrent qu'ils prennent un risque avec certains sous-traitants, ils arrêtent de le produire s'ils ont un risque de sanction. Parce que le risque de sanction, ça sera au laboratoire final, pas au sous-traitant initial. Dans les causes identifiées, et puis à moins qu'il y ait des questions complémentaires, il y a quand même la question de la production et le fait de la mondialisation et des choix de produire à l'étranger, ou même des monopoles d'ailleurs de fabrication sur certaines matières premières, enfin certains principes actifs. Ça fait quand même une bonne vingtaine d'années que ça évolue. Qu'est-ce qui explique... alors d'abord, quelle est la part prise par ce sujet-là dans les pénuries de médicaments, de votre point de vue à vous? Parce que même si c'est multifactoriel, ça doit bien avoir une influence. Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui explique cette accélération quand même assez importante, manifeste et multi-classe thérapeutique ces 3 dernières années, enfin ces 5 dernières années, on va dire ça comme ça, mais on peut dire ces 3 dernières années en post-Covid, des pénuries en Europe. Nous, si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure, on considère que on n'a pas une explication finale et merveilleuse. Simplement, ce qu'on remarque quand même, c'est que beaucoup la pénurie, je dirais, transversale à l'ensemble de l'Europe d'un produit, c'est un phénomène relativement récent et beaucoup post-Covid. Il y avait très peu de pénurie. Ça pouvait exister en pré-Covid, notamment quand vous aviez des matières premières qui étaient dans une seule usine et qu'il y avait un problème, y compris, il peut y avoir une fermeture de demande administrative d'une usine par les autorités de contrôle des produits, parce qu'on est sur des produits de santé, donc il y a quand même, y compris quand l'usine est en Chine ou en Inde, il y a des inspections américaines et européennes qui peuvent conduire à la fermeture. Donc ça pouvait quand même arriver, hein, attention, je ne dis pas que ça n'arrivait pas. Nous, l'impression qu'on a, c'est que le Covid a eu un impact fort sur les chaînes logistiques dans beaucoup de domaines et que le médicament en est un. Et notamment, pour être très clair, c'est plus les domaines sont multinationales avec des chaînes logistiques très internationales, plus vous avez des risques. Or, la chaîne, les produits de santé sont quand même des produits où la quantité en grammes, en kilos, en ce que vous voulez, est quand même relativement faible. Pourquoi? Parce que c'est des produits légers, si vous voulez. Donc vous avez une concentration de la production d'un certain nombre de matières premières dans très peu d'usines. Vous voulez, des voitures, vous ne pouvez pas avoir 2 usines ou 3 usines dans le monde qui vous produisent toutes les voitures. On ne les a pas encore inventées, ces usines-là. Même si, par contre, les puces, on a d'autres problèmes. Mais je veux dire, les produits chimiques produits pour les laboratoires, c'est des quantités qui peuvent paraître incroyables en termes financiers, mais en termes de poids, de quantité produite, c'est petit. Donc ça a tendance à concentrer la production sur un nombre limité d'usines. Hein. Sachant qu'en plus, vous êtes sur des usines qui sont quand même très contrôlées, ce qui est normal, puisqu'on est sur des produits humains. Et donc ça crée pas forcément l'envie de multiplier le nombre d'usines. Et donc ça a tendance, effectivement, la mondialisation a eu tendance à concentrer la production. Et donc, dès que vous avez un problème sur une chaîne, eh bien, vous avez un problème qui peut être mondial, alors que, voilà, c'est un vrai. Alors, les autres problèmes, ça veut dire les problèmes non multilatéraux, si vous voulez, nous considérons qu'il y a un sujet. Si on veut y répondre bien, je pense que, par contre, au niveau européen, il y aurait un travail à faire sur la possibilité de réutilisation des stocks d'un pays dans un autre pays en cas de problème majeur sur un produit quand c'est non multilatéral. Ça nous paraît plus simple à traduire. Il y a juste un sujet. C'était une proposition, je crois, que le gouvernement belge fait à l'Europe et avec lequel, enfin, soit c'est parallèle, soit les grands esprits se rencontrent, soit
Il y a eu des discussions, mais il se trouve que j'ai appris hier que c'était le gouvernement belge le proposait. C'est aussi quelque chose qu'on propose. C'est-à-dire, en cas de pénurie, il faudrait accepter que la notice soit une e-notice pour qu'elle soit en français. Sinon, vous êtes obligé, mais vous l'avez peut-être déjà entendu, sinon vous êtes obligé de repackager tout le produit. Hein. Alors, pour un four, si vous avez, ça a été réglé depuis longtemps, puisque toutes les notices sont dans toutes les langues, mais parce que la notice, par rapport à la taille de la boîte, elle est petite. Pour un médicament, vous ne pouvez pas espérer avoir une notice en 27 langues dans une boîte comme ça. Ou alors, il faut tripler la taille des boîtes des médicaments qui poseraient d'autres problèmes, y compris des problèmes environnementaux. Mais voilà. Donc ça, c'est une proposition, surtout pour des médicaments qui sont des médicaments courants ou des médicaments chroniques. Ça ne pose pas un grave problème, parce que je ne pense pas que la personne ne lise la notice à chaque boîte. Voilà. Très bien. Merci. Corinne Imbert. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur. Alors, j'ai essayé de comprendre un petit peu. Je vais revenir sur les 3 types de données que vous avez évoqués tout à l'heure. Si j'ai bien noté, données de vente, données de stock et données de vente internationale. C'est ça. Les données de stock, donc ça vient des pharmaciens et c'est transmis à l'ANSM. Aujourd'hui, oui, enfin, c'est non, transmis, mais notamment. Oui, notamment. Alors, depuis quand l'ANSM vous demande la transmission de ces données? Depuis le début de cette année. D'accord, c'est relativement récent. D'accord. Et est-ce qu'ils vous ont également demandé, et est-ce que vous seriez en mesure de le faire si vous le demandez, de transmettre les données de vente internationale? Nous ne transmettons pas à l'ANSM les données de vente internationale. Et si vous le demandez, est-ce que vous seriez en mesure de... Nous les fournissons à d'autres acteurs français gouvernementaux, donc il n'y a pas de difficulté majeure. Attendez, vous les transmettez à d'autres acteurs français gouvernementaux? Oui. Alors, merci Madame la Présidente. Lesquels? Mais elles ne servent pas qu'à ça, les données de vente internationale. Non, mais elles servent à d'autres choses. Par exemple, on les transmet au CEPS. Voilà. Comment? Par exemple, au CEPS. Eh bien voilà, le CEPS. Donc l'ANSM a les données de stock et le CEPS a les données de vente internationale. Oui. Voilà. Non, mais c'est pas... C'est juste... C'est 2 petites questions. Voilà. Non, mais... voilà. Excusez-moi de les poser, mais... Quand les questions sont précises, elles ne sont pas des pièges. Eh bien, je n'avais pas compris. Excusez-moi. Alors, j'ai peut-être un moment d'absence de ma part, et je vous prie de m'en excuser. Après, et est-ce que dans les données, puisque vous recueillez beaucoup de données, y compris des données d'achat des pharmaciens ou de marge? Non, on n'a pas de données d'achat des pharmacies. Il n'y a pas de données. Vous n'avez que les données de prix de vente. Nous avons que les données de vente. D'accord, ok. Et est-ce que, je reviens aux données internationales, est-ce que vous faites le lien entre les volumes et prix, puisque ça vous l'avez donc, les ventes internationales, et le système de santé qui est porté par le pays dont vous avez les ventes? Voilà. Vous avez des ventes internationales. Oui. Donc, pays par pays, vous savez le nombre d'unités, le volume, le montant de vente pour tel médicament. Oui. D'accord? Et vous pouvez le comparer aux autres pays pour un même médicament. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que quand vous faites vos analyses, etc., vous faites un lien aussi avec la politique de santé du pays? Ou pas? La protection sociale. Mais oui, enfin... Non, mais parce que depuis le départ, enfin, excusez-moi, peut-être pas qu'il faut que j'arrête de poser des questions, peut-être, mais le prix du médicament revient sans cesse dans nos discussions. Nous avons un système de santé en France où le prix du médicament est quand même largement bien pris en charge, bien remboursé. Par la sécurité sociale. Par la sécurité sociale, avec une loi de financement chaque année, où on voit que chaque année, on demande au secteur du médicament de faire un effort. Et la question du prix... C'est à peu près le cas dans toute l'Europe, d'ailleurs. Oui, mais là, je parle de vente internationale, je ne parle pas que de l'Europe. Oui. Et donc, ma simple question, c'est est-ce que, quand vous analysez, mais peut-être que ce n'est pas un sujet, peut-être que ma question n'a pas de sens. Non, mais oui. Quand vous faites l'analyse des ventes dans tel ou tel pays, est-ce que vous mettez ça en regard du système de protection sociale porté dans ce pays? Oui, en d'autres termes, bien évidemment, ça veut dire que... peut-être que, excusez-moi, c'est la fin de semaine. Je vais essayer de... Parce que oui, non, mais c'est pour moi aussi, excusez-moi. Oui, c'est quelle est la part, parce que tout ça est multicritère, quelle est la part de responsabilité
dans ce contexte de pénurie, puisqu'on attribue chez nous, enfin les laboratoires, mais un certain nombre d'interlocuteurs nous disent que le prix du médicament est bas en France, mais nous, le prix est bas aussi parce qu'il y a des arbitrages via le CEPS et parce qu'il y a le système de la sécurité sociale qui permet aussi l'accès à des médicaments innovants, et parce que par le projet de loi de finances de la sécurité sociale et l'ONDAM, la ligne médicaments, c'est une ligne qui est normée, sur laquelle on ne peut pas déraper. Et comme c'est multifactoriel, donc il y a tout un tas de sujets qu'on a évoqués depuis le début, mais quelle est la part sur la pénurie jouée par ce sujet-là? Parce que vous pouvez comparer d'un pays à l'autre, et vous avez des abacs de consommation par rapport... Mais écoutez, le problème, c'est que, alors, la consommation des médicaments est d'un pays à l'autre, suivant le type de médicament, mais sur des médicaments de type amoxicilline ou de type paracétamol, ça veut dire ceux dont il y a eu les principaux, la consommation est très diverse. Elle est liée à beaucoup de choses, à beaucoup d'habitudes de consommation. Elle est très peu liée au prix précis du produit dans un pays donné. Donc voilà. Donc il y a des pays. Il y a des pays où on consomme de l'aspirine, il y a des pays où on consomme du paracétamol, il y a des pays où on préfère du ibuprofène et autres. Voilà. Vous avez vraiment donc c'est très difficile de répondre à la question est-ce que la pénurie dépend du prix d'un pays donné. Nous, ce qu'on remarque sur les grosses pénuries qui ont fait les problèmes de l'année, c'est que c'est beaucoup de... Vous pourrez reprendre la liste que vous en avez donnée, c'est beaucoup de pénuries multilatérales. C'est ça le vrai problème. Donc dans une pénurie multilatérale, si vous voulez, je ne sais pas si le prix d'un pays a un impact ou pas. Ce que je dis juste, ce que j'avais dit sur la structure, c'est qu'il faut vous mettre à la place des industriels. Ils vont ils vont pas prendre de risque sur un produit où ils n'ont pas de marge. Sinon, demain, ils font faillite, si vous voulez. Excusez-moi de le dire aussi brutalement. On est sur des génériqueurs. On n'est pas sur l'image traditionnelle, Big Pharma et autres. On est sur des génériqueurs. Ils équilibrent différemment leur prix que sur des gros... Voilà. Après, ils ont moins de coûts de recherche, etc. Donc, voilà. Donc, forcément, c'est ce que je dis. Après, est-ce que le prix aujourd'hui et considérera un impact fort ou pas sur les pénuries, comme on est sur des pénuries trans-européennes, voilà. Après, il peut y avoir un impact, on n'a pas de données sur les pénuries américaines, même s'il y en a aussi, alors que les prix sont plus élevés. Il peut y avoir des impacts sur la facilité de diriger des produits vers l'Europe plutôt que vers les États-Unis, puisque le prix américain, officiellement, est plus élevé. Après, dans le plus élevé, c'est énormément dépendant des produits. Et il faudrait faire une étude fine que nous n'avons pas fait pour plein de raisons. Et la première raison, c'est qu'il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en compte qu'on considère qu'on risque de ne pas voir grand-chose et de ne pas pouvoir répondre ni oui ni non à votre question. Voilà. Ouais. Y compris dans les comparaisons, c'est extrêmement difficile, même au niveau des pays européens, parce qu'il y a les habitudes, etc. Mais par exemple, quand tout à l'heure, vous nous donnez l'exemple du Danemark, qui est très intéressante, etc., et vous dites que tous les 15 jours, enfin c'est énorme, toutes les 2 semaines, appel d'offres, et donc ils lancent des productions. Mais c'est une population qui ne fait même pas 6 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Alors qu'en France, c'est près de 70. Ouais. Donc, 70 millions d'habitants. Donc, on n'est pas sur la même échelle. Entre 6 millions d'habitants et 70 millions d'habitants, on n'est pas du tout sur, et on n'est pas sur les mêmes volumes de vente. Donc, voilà, c'est les réserves que j'ai mises. Oui, non, mais là, je redonne justement pour abonder dans votre sens sur le fait que c'est extrêmement compliqué de comparer, parce qu'on est sur des échelles de grandeur différentes et donc des volumes, parce que quand même le marché français, il y a tout ça à prendre en compte dans le prix. Il y a aussi le fait que, et Pascal Gruny l'a dit, il y a aussi une question très importante du volume. Non, je dirais, pour comprendre la spécificité peut-être de la France par rapport à d'autres pays, qui, je ne sais pas, sur le risque de pénurie, mais sur la régulation du prix, la grande différence entre la France et les autres pays, c'est que dans les 20 dernières années,
le marché français est passé de la première place des marchés européens à la deuxième, très proche de l'Italie et de l'Angleterre. Ça veut dire... Oui, ça dépend des chiffres que vous utilisez. Nous, les chiffres qu'on publie, c'est la deuxième. Je pourrais vous envoyer notre étude de marché. Mais on est proche, en fait. On est sur des... Donc après, la question... Nous, on prend les chiffres parce qu'il y a les chiffres en prix de vente, il y a les chiffres en prix remboursé. Nous, on prend les chiffres en prix de vente. Hein. De vente, non, on prend les prix de vente des producteurs. Oui, parce que, si vous voulez, les prix de consommation... c'est compliqué, si vous voulez. Voilà. Alors, attention, on n'intègre pas non plus, on n'intègre pas les remises éventuelles, parce que les remises ne sont pas transparentes dans tous les pays. Donc, si vous voulez, intégrer les remises, c'est très compliqué au niveau international. On essaye, et je pourrais vous transmettre un rapport public que nous avons, que nous pouvons vous transmettre sans aucun problème sur l'évolution des marchés. La grande différence, c'est ça, c'est que le marché français était un marché extrêmement rentable dans les années 2000 pour des politiques diverses et variées auxquelles d'ailleurs j'ai contribué, donc je connais bien le sujet. Il a perdu beaucoup de son exceptionnalité par rapport au reste des marchés européens, ce qui peut expliquer parfois d'ailleurs la désindustrialisation éventuellement plus forte dans l'industrie pharmaceutique française que dans d'autres. Ça peut expliquer beaucoup de choses, parce qu'effectivement, hein, si vous voulez, il y a eu la volonté. C'est pas pareil quand vous vendez, quand le marché français est le premier marché européen, que quand il est dans les... allez, pour pas faire de débat, entre la deuxième et la quatrième place, dans un mouchoir de poche entre différents pays. Hein, les différences sont assez faibles. C'est pas pareil. Et donc, il s'est passé des choses, sachant que malgré tout, chaque pays a sa politique d'attractivité. Donc, en 2000, la politique d'attractivité française sur l'industrie pharmaceutique était assez simple. C'était le plus gros marché européen. Forcément, aujourd'hui, on va vous comparer par rapport à l'Italie et l'Angleterre, qui ont éventuellement, notamment l'Angleterre, des mécanismes, par exemple, de protection de brevets un peu différentes pour favoriser l'implantation en Angleterre. Voilà, ça peut arriver, ça. Effectivement, c'est pas... Ça, je dis pas. Mais après, nous, sur le prix exact des produits et leur lien avec leur pénurie, c'est difficile. Par contre, il est clair qu'un médicament qui rapporte peu d'argent à une entreprise, il y a plus de risque de pénurie qu'un médicament qui rapporte beaucoup d'argent à l'entreprise. Elle n'a pas intérêt à la pénurie. Alors que sur un médicament compliqué, voilà, c'est combien on fait de stock, hein, c'est la vraie question. Et puis sur un médicament courant, c'est plus compliqué de faire beaucoup de stock, parce que couvrir 2 ans d'Oliprane, c'est difficile. Sur certains anticancéreux, vous pouvez avoir un stock qui couvre 2 ans, c'est pas très compliqué. Ça dépend. Sauf que ceux qui sont en pénurie sont quand même des anticancéreux très utilisés. Hein, le 5-fluorouracil, tout ça. Les plus grosses pénuries, c'est ça. Même s'il peut y avoir des pénuries sur des médicaments rares, mais qui est quelquefois lié à un problème sur un des sites de production mondiale de qualité. Pendant 15 jours, on ferme le site. Ça a un impact. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup. Mais je ne sais pas si je veux vous éclairer. Ben, disons qu'on pose des questions précises parce que nos interlocuteurs nous ont donné leur point de vue, j'allais dire personnel, pas au sens personne physique, mais sur l'origine des pénuries. Et par exemple, quand on a interrogé la CNAM, le directeur, il nous a dit non, la question du prix du médicament, ça compte pas. Par contre, les laboratoires et d'autres interlocuteurs considèrent que le prix du médicament compte. Donc, à un moment, ça doit être multifactoriel. Chacun voit quand même la responsabilité chez l'autre, et c'est l'histoire de la paille et de la poutre. Voilà. Hein, donc, voilà. Donc, on essaie dans ce magma d'identifier la part jouée par chacun des facteurs, en fait. Le problème, c'est que c'est pas forcément si simple, parce que vous pouvez arriver à des choses pas très significatives. On a bien compris. Voilà. Comme la question qui m'a été posée plusieurs fois, de savoir est-ce que maintenant que les chaînes logistiques se remettent, on va revenir ou pas comme avant. Je dis, je ne sais pas y répondre, parce que par ailleurs, combien de temps il faut pour l'ensemble du système pour refaire tous les stocks, je ne sais pas, parce que on n'a pas les chiffres de production de chaque usine, de matières premières, etc., qui permettent de savoir si on va refaire les stocks en 15 jours ou si on va refaire les stocks en 10 ans. Ce qui est possible. Très bien. On le voit bien sur d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci.